bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous tenez le coup. Donc moi, c'est Pierrick Boyer, je suis psychomote. Je travaille en libéral à Besançon et à Rio et je suis référent pédagogique à l'Institut de formation de psychomotricité de Besançon. Je vous apprends par là en même temps que peut-être il y a un institut de formation de psychomote à Besançon. Donc, je vais vous parler de la guidance parentale de type Barclay. Donc, je vais commencer par un petit point général, puis après, je vais vous présenter étape par étape, parce que le Barclay, on en entend beaucoup parler, mais on n'a pas forcément idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, quand vous en entendez parler, ou que vous allez le recommander aux familles, que vous puissiez un petit peu expliquer en quoi ça consiste. Donc, à l'origine, ça a été fait par Russell Barclay, qui est un professeur clinicien en psychiatrie et un expert international du TDAH. Donc, il est hyper connu, puisqu'il a été nommé quand même par Research.com comme le 37e chercheur en psycho le plus influent aux États-Unis et 65e en termes d'impact sur les recherches sur le domaine de la psychologie. Donc, c'est vraiment une référence sur tout ce qui est le TDAH et associé au niveau de la prise en soin et notamment de la méthode qu'il a créée et présentée et exportée. Donc, quand on parle de PEHP, c'est un programme d'entraînement aux habiletés parentales. Vous entendrez aussi parler de guidance parentale type Barclay. Comme on en parlait avant, ça fait vraiment partie de ce qui a été développé au maximum, puisque on s'est rendu compte que travailler au sein du cabinet ou au sein des institutions, c'est bien, mais il faut pouvoir le transférer. Tout n'était pas toujours dit aux parents sur ce qu'on faisait, sur comment on le faisait, etc. Donc, il y avait une nécessité de les entraîner, de les faire participer. Et il y a vraiment la notion d'entraînement. Ce n'est pas juste une formation en ponctuel qui se fait sur une journée ou deux et c'est terminé. Il y a besoin de pratiquer les outils de façon régulière pour que ça rentre bien et faire en sorte qu'ensuite ça puisse être à la fois compris et explicité, qu'on puisse revenir sur ce qui n'a pas été pour s'assurer qu'on a les bonnes bases pour bien avancer. Donc, c'est défini comme une thérapie cognitivo-comportementale puisqu'on va vraiment décortiquer le pourquoi du comment pour changer les comportements. Alors, inventé en 1949, pas du tout, c'est la date de naissance de Barclay. Donc, lui, il est né en 1949. La méthode, elle a été créée aux États-Unis dans les années 60. Elle a été exportée en France, en Europe, dans les années 80. Donc, c'est quelque chose qui, selon votre date de naissance, est plus ou moins récent. Mais c'est quand même globalement assez daté. Elle est dédiée, alors elle n'est pas spécifique pour le TDAH, mais elle est essentiellement dédiée pour les parents d'enfants avec TDAH. Ce qui veut dire que la méthode Barclay, elle est spécifique pour les parents. On ne voit pas les enfants, pas du tout. Ils ne viennent pas. C'est-à-dire, on ne veut pas en entendre parler. C'est pas tout à fait ça. On peut en profiter pour faire des groupes d'habileté sociale avec les enfants à côté, mais les enfants ne sont pas admis dans ce programme. Pourquoi ? Parce qu'il faut que tout ce qui va être vu dans la méthode Barclay, dans l'approche Barclay, soit bien perçu par les enfants comme venant des parents. Et pas tu fais ça parce que c'est lui qui a dit que. Donc même si c'est un petit peu daté, il y a quand même des études régulières. Oui, je vous ai mis un petit peu, là ça date de 2020, c'est coupé, sur un petit peu tout ce qui s'est fait au niveau européen. Donc ça reste recommandé quel que soit le pays. Donc en Angleterre, Écosse, Espagne, c'est recommandé même en première intention pour le TDAH, qu'il soit avec ou sans comorbidité. Donc, pour qui ? Donc, c'est ciblé pour les parents d'enfants avec TDAH et TOP. Donc, TDAH, que ce soit le versant avec ou sans hyperactivité. Et TOP, c'est le trouble oppositionnel avec provocation. C'est très associé. Donc, on est à 45-65% de quand un enfant ou un adulte a un TDAH, il y ait le TOP qui soit associé. Donc, on y va. Il n'y a pas besoin que le diagnostic soit posé pour engager le PEHP. Je suis désolé, je suis un petit peu fatigué, donc zozote. Je me reprends, mais ça va le faire. Il n'y a pas besoin que le diagnostic soit posé. En fait, dès qu'il y a un problème de comportement, on est vraiment ciblé sur la symptomatologie. Le diag, ça aide quand même pour avoir une idée de ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, jusqu'où on peut aller.
en termes de rééducation et de confort de vie. Donc pourquoi on parle du Barclay? Donc dans les pays francophones, particulièrement, il y a cette idée que l'enfant a un trouble, donc c'est lui qu'on doit prendre en charge parce que c'est lui qui a un problème, c'est lui qui pose problème, c'est lui qui ne sait pas gérer, c'est lui qui est chiant. Donc l'idée avec la guidance Barclay, c'est de remettre un petit peu l'église au centre du village. Si l'enfant il présente un trouble, il faut intervenir sur tout le système. Parce que du coup, c'est le système qui va être le plus à même de pouvoir gérer la problématique. Avec l'intervention Barclay, ça va aussi aider l'enfant à comprendre ce qui est attendu de lui et ce sera plus facile pour lui de le transférer, plutôt que d'avoir quelque chose qui va changer selon les milieux. Il y a cette idée de cohérence, globalement de cohérence parentale, mais globalement de cohérence dans tous les milieux. La guidance parentale, elle vise donc à augmenter le sentiment d'estime parentale et d'estime de soi, tout en considérant le meilleur intérêt de l'enfant. L'idée derrière ça, c'est que, qui est diagnostic ou pas, les parents, souvent, au bout d'un moment, ils sont désemparés. On a tout essayé, on a regardé sur Internet, on est allé voir 36 000 professionnels, et c'est toujours compliqué. Donc, je suis nul, j'y arrive pas. L'école dit que mon enfant est mal élevé. Je peux pas aller voir les grands-parents parce qu'ils le supportent pas. Donc, il y a vraiment une atteinte de l'estime de soi, de ses compétences. Donc, la guidance Barclay, le but, ça va être un petit peu de faire la part des choses entre ce qui est vraiment attendu, ce qui est normal chez un enfant TDAH, et comment les parents doivent y réagir ou pas. Ça amène aussi à réfléchir sur les représentations implicites et ou explicites de l'image du parent et de l'enfant. L'enfant, il est là pour obéir, l'enfant, il doit faire ci, le parent, il doit être strict. Les parents, très souvent, ils sont un petit peu perdus entre les différentes injonctions. La parentalité bienveillante, ça ne veut pas dire oui à tout, mais du coup, si je cadre, à quel point je suis encore bienveillant? Quand est-ce que je dis non? De quelle façon je dois le dire? La communication non verbale, mais est-ce que mon enfant me comprend? Donc la guidance parentale Barclay aussi, elle aide un petit peu à restructurer tout ça, à dire, pour être un parent, ce qu'on attend de vous, pour un enfant qui a un TDAH, ou en tout cas qui a des troubles du comportement, c'est ça. Donc je vous ai mis les stratégies thérapeutiques, globalement. Elles sont centrées soit sur les enfants, soit sur les parents, globalement, soit sur le milieu scolaire. Donc ce qui nous intéresse dans le PEHP Barclay, c'est que c'est centré sur les parents, mais on peut aussi former les enseignants. Puisqu'on se souvient que l'école, les enfants, ils y sont à peu près 8 heures par jour, 4 à 5 jours par semaine. Donc, ils passent autant, voire plus de temps à l'école qu'avec les parents. Donc, on peut aussi utiliser la guidance Barclay auprès du milieu scolaire. Alors, avant de mettre en place un Barclay, il y a quand même des prérequis. Il faut s'assurer de la bonne santé mentale des parents. Intervenir avant le burn-out parental. Si vous sentez que les parents ils sont déjà en burn-out, qu'ils ne supportent plus leur enfant, que c'est mort, ce n'est pas le temps pour le Barclay. Il faut déjà que les parents retrouvent une certaine sérénité avant de pouvoir mettre des choses en place. Parce que, étant donné qu'on va venir déconstruire tout ce qui est déjà en place, tout le fonctionnement, toutes les habitudes qu'ils peuvent avoir, il va y avoir une flambée des comportements opposants. Puisque les enfants vont se mettre à tester. Pour se dire, mais attends, mais il y a un truc qui passe là, c'est pas comme avant, pourquoi? Donc il va y avoir une réaction. Et si les parents sont en capacité de tenir, après les comportements indésirables vont diminuer. Mais il faut qu'ils soient en capacité de résister à cette flambée, qui peut durer 3 à 4 semaines. Donc c'est vraiment la métaphore du masque à oxygène, et c'est ce qu'on explique aux parents quand ils viennent. Pour aider votre enfant, il faut d'abord vous occuper de vous. Si vous n'êtes pas capable de vous occuper de vous, vous n'avez pas d'énergie pour votre enfant. Il ne faut pas que l'enfant soit perçu trop comme un boulet, comme quelque chose qui n'est pas capable, qu'il n'est pas possible de gérer et qui va être en opposition systématique. Donc en gros, les mécanismes du PEHP, on va partir des symptomatologies, donc que ce soit la symptomatologie du TDAH ou du TOP, tout ce qui a aussi, qui est très souvent associé, le manque de confiance en soi, l'anxiété, toutes les difficultés de comportement, les relations sociales qui peuvent être compliquées. Ça va induire chez les parents du stress parental, donc comme je vous disais, une faible estime de soi. Ça peut aussi induire des pathologies parentales, les dépressions, le TDAH. Ça, c'est l'idée que
dans les TND, il peut y avoir une composante génétique. Donc, il n'est pas rare que lors d'une guidance parentale, les parents se reconnaissent dans les symptômes et tout ça. Ils disent « Ah oui, mais moi aussi, en fait, j'étais comme ça ». Et ça peut amener des prises de conscience qui ne sont pas toujours très agréables. Se rendre compte de leur pratique inadaptée et ça peut générer des conflits conjugaux et familiaux. Avec l'histoire de « Oui, mais papa, il m'a dit non, mais maman, elle m'a dit oui ». Bah ouais, mais alors du coup, on fait quoi avec ça? Donc nous, on va intervenir avec le PHP sur les parents. Avec cette structuration, on va diminuer le stress parental, augmenter le sentiment de compétence parentale et, avec la connaissance et l'application d'outils efficaces, les aider à structurer et à avancer un petit peu dans leur quotidien. Ça va générer des pratiques éducatives adaptées, donc plus de comportements positifs et moins de comportements négatifs de la part des enfants, ce qui va valoriser les parents et du coup on rentre dans un cercle vertueux. Ça ne veut pas dire que c'est totalement magique et que les comportements négatifs disparaissent. Ça veut dire que d'un côté, les enfants se rendent compte que les parents font des efforts et que de l'autre côté, les parents se rendent compte que les enfants font des efforts. Et de permettre d'avoir une zone de tolérance peut-être un petit peu plus élargie que ce qu'elle n'était à la base. Donc en pratique, c'est un programme progressif structuré en 10 étapes. Il y a 15 jours minimum entre chaque étape, parce que du coup, comme on est sur du concret, il faut que les parents aient le temps de mettre en place, de se rendre compte de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, pour qu'on puisse faire un point 15 jours après, en disant « Ok, ça a fonctionné, très bien, on garde. Pourquoi ça a fonctionné? Ça n'a pas fonctionné. Ok, pourquoi ça n'a pas fonctionné? Est-ce que c'est corrigeable ou pas? Poubelle ou non ?» Ça peut se faire en individuel ou en groupe, selon les préférences. Alors quand on dit en individuel, c'est le couple parental. Et en groupe, on limite à 15 personnes, ce qui fait à peu près 5-6 familles. Il y a 58,7% des familles qui préfèrent de l'individuel, selon une étude en 2015, et 19,4% qui préfèrent les groupes. Les autres, ils n'ont pas d'avis. Il y a un petit effet supérieur au niveau de l'efficacité quand c'est administré de façon individuelle. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut faire que de l'individuel, parce que dans les groupes, on a quand même un effet intéressant au niveau du partage d'expérience, au niveau du soutien, au niveau du support émotionnel. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en dehors des sessions. Les parents peuvent se retrouver dans ce qui se dit chez les autres, se dire ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, pourquoi, comment, notamment aussi au niveau des idées reçues, etc. Je ne l'ai pas mis là non plus, mais les guidances parentales peuvent aussi se faire en distanciel. Et là, il y a une étude qui est sortie, je ne saurais plus vous dire, qui montre qu'il n'y a pas de supériorité quand la guidance est faite en présentiel. C'est-à-dire, peu importe la modalité, s'il y a un bon investissement de la part des parents, ça fonctionne. Donc, c'est un petit peu daté, ce que je vous disais, la méthode Barclay. Donc, on peut quand même se permettre d'ajouter, de modifier certaines étapes, notamment au niveau de la gestion, donner des outils de pleine conscience sur la gestion émotionnelle, revenir un petit peu sur les outils. Mais on a quand même un ordre à respecter, parce qu'il y a certaines étapes qui ne peuvent pas bouger. On a une progressivité. Sur les premières, de la présentation, donc la psychoéducation, jusqu'au tableau de comportement, on le garde dans cette étape-là, dans cet ordre-là, pardon. Parce que si on fait l'étape 5 avant l'étape 3, ça va foirer. On ne va pas être bon aussi bien dans la connaissance des outils, de ce qui est à appliquer, que comment ça va être perçu par les enfants. Après, pour les autres, on peut se permettre un petit peu plus de flexibilité selon les problématiques, surtout sur de l'individuel, où les parents vont dire « Oui, mais alors moi, mon problème, c'est essentiellement ça. » Ok, alors on voit déjà le premier bloc, et après, on voit plus en détail, parce que avec les 5 premières étapes, il peut déjà se passer beaucoup de choses. À partir de là, je vais vous faire une présentation des 10 étapes rapides. Ce n'est pas une formation Barclay, mais vraiment que vous sachiez à quoi ça correspond et ce qu'on peut dire aux parents. Et ce qu'ils y trouvent en termes de leur compte. Ça ne veut rien dire, je recommence. À quel point ils trouvent leur compte dans chaque étape et ce qui est important de leur dire à ces niveaux-là. Donc, dans la première étape, c'est vraiment la présentation du TDAH TOP. On fait de la psychoéducation. Donc, connaître les troubles et les troubles du neurodéveloppement en général et en particulier.
On va vraiment se focus sur les symptômes et un petit peu la neurobio, avec l'idée du retard de maturation cérébrale. Ça, c'est quelque chose qui leur parle beaucoup. On met au-dessus, c'est les enfants avec TDAH, en dessous, c'est les groupes contrôle. Quand on voit qu'il y a un décalage jusqu'à à peu près 10-11 ans, les zones violettes, c'est vraiment les zones qui sont matures. Et c'est là où ils disent « Ah, mais c'est pour ça qu'il agit toujours comme un bébé » ou qu'il fait comme plus petit que les autres. Oui, parce qu'en fait, il n'a pas les capacités, il n'est pas armé pour réagir comme les enfants de son âge. On va revenir sur les particularités de fonctionnement, avec le fait que dans le TDAH et le TOP, il y a une faible sensibilité à la punition. Donc on va revenir sur le fait que ça ne sert à rien de le priver de PS5 pendant 2 mois, il va refaire une connerie le lendemain. Et comment vous allez monter en punition par-dessus ça? Du coup, il ne faut pas. On va faire le lien aussi entre les troubles exécutifs et les difficultés émotionnelles, et on va refaire surtout un point sur les idées reçues. Parce que l'information, c'est bien, maintenant on la trouve partout, hyper facilement, sans problème, sauf qu'on trouve tout et rien. Le TDAH, c'est pas dû au gluten. Si je lui donne moins de sucre, il va pas être moins hyperactif. Qu'est-ce qu'on avait vu? Les écrans, c'est pas ça qui le rend TDAH non plus. Donc si vous le privez d'écran, au contraire, ça risque de flamber, il risque de vous en vouloir plus que de le calmer. On va redétricoter un petit peu tout ça. Donc là, c'est une partie qui est hyper importante. C'est la seule partie qui est uniquement théorique. Mais ça leur permet vraiment de se mettre au travail, de refaire le point sur là où ils en sont. Quand on reprend la neurobiologie, on leur parle du verrou dopaminergique. Ça, c'est quelque chose qui leur parle beaucoup sur le fait que chez les enfants avec un TDAH, il y a un dysfonctionnement du circuit de la récompense qui fait qu'ils ont besoin de plus de dopamine que les autres. Et donc, c'est ce qui explique que quand il y a quelque chose qui leur plaît bien, ça fonctionne tout seul. Mais quand ça ne leur plaît pas, il n'y a rien à en faire. Ça leur permet aussi de se dire « Ah, mais c'est pour ça que du coup, il peut passer 2 heures sur son Lego, mais qu'on est obligé de se batailler pendant 4 heures avant de se mettre au devoir, et après, ça nous prend encore 2 heures. » Donc, ça nous permet d'introduire la notion de plaisir pour la concentration, on va dire. Ensuite, on va parler de la non-compliance. Donc, c'est tout ce qui est la désobéissance, etc. Donc là, vous avez le cycle de l'opposition de Barclay. Donc, c'est comprendre le cycle de l'opposition, de la désobéissance et pouvoir, eux, se placer où ils en sont par rapport à ce cycle-là. Je le présente vite fait. En gros, on part de l'idée de base que quand ça va bien, le parent il donne une consigne, l'enfant se conforme à la consigne, très bien, on passe à autre chose. L'enfant s'oppose, on commence à répéter. Je t'ai déjà dit qu'il faut que tu fasses, et on commence à argumenter. Mais si je t'ai dit que là, il faut que tu mettes tes chaussures parce qu'il est temps d'aller à l'école. Déjà, quand on commence à justifier, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'ordre. Oui, mais moi, j'ai pas envie d'aller à l'école, mais si tu dois aller à l'école, hop, on s'éloigne de la consigne. Très souvent, on a de la répétition. 3 à 7 fois. L'enfant s'oppose. Le parent menace. Parce qu'au bout d'un moment, on a commencé à argumenter, il y a toujours un contre-argument. Donc, le parent menace. Et si ça ne fonctionne pas, on arrive à la décision du parent de la punition, etc. Ça, c'est le cycle normal de l'opposition. Il est normal de s'opposer dans le développement, ça aide à la construction de l'enfant, de la personnalité, etc. Au bout d'un moment, il faut commencer à se conformer. Le problème chez les parents d'enfants avec TDAH ou TOP, c'est qu'à force d'avoir expérimenté toutes les étapes de l'opposition, ils passent de la consigne, c'est pas fait, punition. Il n'y a plus du tout les étapes intermédiaires qui permettent à l'enfant de se conformer à un moment. Donc ça fait flamber les comportements indésirables, les comportements défis. On va aider du coup les parents avec des outils d'aide à l'analyse des comportements et de son propre comportement parental à savoir un petit peu ce qui s'est passé. On va se baser du coup sur l'ABA. Comme ça a été dit avant, c'est exactement la même chose. L'analyse des antécédents, du comportement et de ce que l'enfant gagne. On commence la pratique. On va demander aux parents de repérer et de réagir aux comportements évoqués. On va choisir des petits comportements. Les enfants, ils ont tout de suite les parents ont tout de suite envie d'aller sur ce qui est le plus compliqué, sur on n'arrive pas à faire les devoirs, etc. Non, on va commencer petit. On est vraiment dans cette idée de progression. Il faut vraiment commencer par les bases et après on pourra monter en complexité.
Ensuite, on va travailler sur le moment spécial, qui est vraiment la pierre angulaire du programme. Si ce truc-là ne fonctionne pas, on laisse tomber. Le programme parental, Barclay, n'est pas pour cette famille. Le but, c'est de retrouver du plaisir à être avec son enfant en famille. C'est censé se faire tous les jours. C'est censé se faire avec chaque parent. Et lors du moment spécial, c'est l'enfant qui décide. Donc ça demande de prendre beaucoup sur soi en tant que parent. Ça demande de l'organisation, mais ça permet vraiment de retrouver du plaisir à pu être dans l'opposition dès qu'il va y avoir une interaction. Donc on va faire le rappel du fonctionnement neurobio vu à l'étape 1 et sur ce que sont les renforçateurs aussi. Pour repositionner cette idée de réaction à la punition. En gros, aujourd'hui, il y a très peu de comportements positifs et beaucoup de comportements négatifs. Et l'attention, elle est portée sur les comportements négatifs. Comme il y a une faible sensibilité à la punition, en punissant les comportements négatifs, on continue à porter l'attention sur les comportements négatifs, donc il n'y a pas d'évolution. Alors que ce qui fonctionne, c'est de renforcer les comportements positifs et ignorer les comportements négatifs. Attention, ça ne veut pas dire qu'on laisse tout passer, mais qu'on va changer le point de vue pour aider à alléger un petit peu le quotidien pareil. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très sociétal aussi. Si quelque chose est bien fait, c'est normal. Ben non. Si c'est bien fait, il faut le valoriser. Et plus on le valorise, plus on a envie de faire des choses bien. Un truc tout simple, est-ce que vous iriez travailler si vous n'aviez pas de salaire ? Je ne suis pas sûr. Moi, pas tout le temps. Mais c'est un renforçateur qui permet de continuer à faire d'autres choses. Okay ? Le retour des familles, c'est ce qui fonctionne le mieux. Quand on fait des points à distance avec les familles, après la guidance parentale, c'est quelque chose qu'ils ont conservé. Parce que c'est vraiment quelque chose d'agréable. Après, ils l'ont adapté à leur propre sauce, mais c'est vraiment le mieux. À l'étape d'après, on va bosser sur les ordres efficaces, c'est-à-dire un vrai travail sur la communication et s'assurer qu'on passe bien le message qu'on veut. C'est le fameux entre ce que je veux dire, ce que je dis, ce qui est entendu, etc. Il peut y avoir des différences. Donc on va bosser avec des outils de structuration verbale, corporelle, temporelle. C'est-à-dire verbale, comment on s'adresse à quelqu'un, corporelle, comment on se positionne par rapport à quelqu'un, et temporelle, à quel moment on lui dit les choses. Okay ? C'est vraiment un positionnement à avoir qui peut changer toute une communication et balayer pas mal de soucis parce que c'est clair pour tout le monde. On réduit le risque d'incompréhension. On tend à être sur quelque chose de plus binaire. Pareil, ça peut être compliqué au début, puisqu'on va squeezer les formules de politesse. Tu peux me faire ça, s'il te plaît ? Non. Bah si, tu le fais. Bah oui, mais tu m'as demandé s'il te plaît. Ok, c'est fait. Merci, super. Ça n'empêche pas que derrière, on valorise, on revient sur les renforçateurs. Ok ? Donc, ça peut paraître compliqué. C'est pour ça qu'à nouveau, je rappelle, on est sur de l'entraînement. Parce qu'il y a des personnes que ça peut choquer de se dire « bah oui, mais du coup, je ne suis pas poli avec mon enfant, je lui ai toujours appris à dire s'il te plaît, merci, etc. et moi, je ne vais plus le faire. » Oui, quel est le but derrière ? Ok. Ensuite, on va bosser sur le système de jetons, qui est un tableau de valorisation, renforcement, etc. C'est le genre de truc que vous trouvez partout sur le net. Donc, c'est un système pour récompenser les efforts de l'enfant à chaque bonne action. Donc, bonne action entre guillemets, puisque... en fait, ça va demander un travail en amont, de sélection des items, de comment renforcer, etc. Une bonne action, on renforce en fait si... Je vais le prendre de l'autre côté. Les items qui sont choisis, il faut que ce soit quelque chose qui est compliqué pour l'enfant. Plus ou moins compliqué en fonction d'eux. Mais s'il arrive à le faire, il a une certaine récompense. Plus c'est compliqué, plus l'enfant est valorisé, plus l'enfant est récompensé, parce que c'est de plus en plus compliqué pour lui. Souvent, il faut qu'on reprenne ce qui a été trouvé sur le net, parce que les parents nous disent « bah oui, mais j'ai déjà essayé, mais ça n'a pas fonctionné ». Ok, mais comment vous l'avez fait ? Et c'est pour ça qu'on revient sur l'idée de progressivité de avant. Il faut que, dans les demandes, on soit sur un ordre efficace, que ce soit compris. Par exemple, vous pouvez trouver souvent dans les tableaux de valorisation « range ta chambre ». Ça veut dire quoi, ranger sa chambre ? Parce que pour un enfant, il peut juste avoir enlevé tout ce qu'il y a par terre, et ça peut être l'apocalypse sur le lit, sur le bureau, dans les armoires. Mais lui, sa chambre, elle est rangée.
Oui, mais pour l'adulte, ranger sa chambre, c'est il faut qu'il n'y ait rien par terre, que le lit soit fait, qu'il n'y ait rien dans les placards. On n'est pas sur la même demande. Ok, donc on aura raté l'ordre efficace. Et du coup, on ne saura pas comment valoriser non plus. Alors, il y a aussi une alternative qui a été créée par Glenn Latham, où c'est l'inverse. Plutôt que de renforcer chez les enfants chez qui ça peut être un petit peu compliqué, c'est d'avoir un stock initial en début de semaine, par exemple, de 10 jetons, et c'est à eux de le gérer. Et ils peuvent gagner des points bonus via les tableaux derrière. Ça peut permettre d'amorcer le tableau de valorisation si c'est trop compliqué pour les enfants de rentrer dedans directement. Ensuite, on va passer à la gestion du temps. Donc, ça a repositionné aussi au niveau développemental. Pardon. Avant 8 ans, ça reste OK si on est peu précis. On ne leur demande pas forcément d'avoir une bonne représentation de ce que c'est 5 minutes, 10 minutes. C'est à nouveau l'idée de on repositionne bien, il faut quand même comprendre ce que sont les attendus. Parce qu'au niveau de la société, à l'école, les activités, le bus, les horaires, tout ça, ça ne va pas attendre, on ne va pas pouvoir s'y conformer. Donc, c'est à nouveau être dans les ordres efficaces. Sortir de on part bientôt. Ok, c'est quoi bientôt? C'est 5 minutes, c'est 10 minutes, c'est tout de suite. Est-ce que c'est un tout de suite de 5 secondes ou c'est un tout de suite de 5 minutes, j'ai le temps de mettre mes chaussures? On se rappelle que la perception temporaire, elle est déficitaire dans le TDAH. Ça a encore été, il y a encore eu un écrit de Pujarina en 2017 pour rappeler qu'en termes de perception temporelle et de rythmique, c'est hyper compliqué. Donc ils n'ont pas forcément non plus la notion des temps relatifs. Qu'est-ce qui est long, qu'est-ce qui est court? Qu'est-ce qui est long par rapport à quelque chose, qu'est-ce qui est court par rapport à quelque chose? Donc il faut vraiment structurer. Et pour ça, on va utiliser différents outils. Donc, soit on va utiliser ça avec une origine externe, donc où ça va être les parents qui vont indiquer, ça va être le matériel, ils vont mettre en place le fameux time timer, etc. Ou interne, avec l'automatisation de la prise de repères, la gestion d'applications. On trouve de plus en plus ce genre de trucs sur les téléphones, les tablettes, etc. Et il faut vivre avec son époque. Les enfants savent très très bien utiliser ça. Ensuite, il y a le time out qu'on retrouve aussi sous le terme de la chaise de retour au calme, de réflexion, etc. Donc, les parents d'un enfant avec TDAH utilisent plus souvent les réprimandes ou punitions physiques, ainsi que les punitions prolongées et attentes. Et ce qu'on a vu, c'est que ça ne fonctionne pas, ces punitions. Donc, le time-out, on rappelle que ce n'est pas une punition en tant que telle, mais que c'est une technique pour permettre une gestion émotionnelle. C'est extraire l'enfant de la situation pour lui permettre de retourner au calme, pour ensuite revenir sur quelle a été l'origine du comportement inadapté, qu'est-ce qui a fait, etc. On revient à l'ABA qu'on avait vu au début. Okay. L'idée, c'est d'aider les enfants à bosser sur leur métacognition pour qu'ils puissent identifier ce qui les a mis dans cet état-là et qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place pour pas que ça se reproduise. Donc, dans cette étape, on va expliquer aux parents comment faire. Quand est-ce qu'on déclenche le time-out? Si l'enfant est en crise, est-ce que c'est le bon moment? Pas vraiment, non. Dans quel cadre on le fait? Quelles sont les consignes spécifiques à dire? Et surtout, ce qu'on fait ensuite. Une fois qu'on a terminé le time-out, que l'enfant est revenu au calme, on en fait quoi de ce qui s'est passé? Ensuite, on va bosser sur les devoirs à la maison. Pareil, on va se rebaser sur l'ABA, sur l'identification de pourquoi c'est difficile de faire les devoirs. Est-ce que c'est un trouble, une difficulté plutôt exécutive, donc de l'inattention, de la désorganisation, de l'opposition, et on va redétricoter tous les paramètres. Est-ce que c'est un problème de temporalité? Est-ce que faire ses devoirs directement en rentrant, c'est plus compliqué que de faire ses devoirs après avoir eu un temps calme ou juste avant d'aller se coucher, ou tôt le matin, avant d'aller à l'école? La localisation. Est-ce que les devoirs, c'est mieux quand c'est fait sur la table de la cuisine? Est-ce que c'est mieux quand c'est fait dans la chambre? Est-ce que c'est mieux quand c'est fait avec le grand frère, la grande sœur, etc. Le matériel. Est-ce qu'on sort tout? Est-ce qu'il n'y a qu'un cahier? Quel type de stylo? Est-ce qu'il y a besoin d'un pare-vue? Et les réactions en conséquence, avec les outils si besoin.
On en profite pour rappeler les différents temps d'attention selon l'âge, avec une différence entre le temps d'attention continu, en continu, oui, et le temps maximal d'attention par jour. Très souvent, c'est bien aussi de repositionner qu'en fonction de l'âge, surtout quand on est chez les plus petits, il y a un span attentionnel qui est assez restreint. Et que donc leur demander d'être sur un exercice pendant 2 à 3 heures, peut-être qu'au niveau de la maturation neurologique, ils n'en sont même pas là. Donc forcément, ça ne va pas bien se passer. Donc comment on fait pour exploiter au mieux ces ressources? 9 et 10, je les ai mis ensemble parce que globalement, c'est la synthèse un petit peu de tout ce qui s'est fait jusqu'ici. On reprend toutes les étapes appliquées précédemment et on les applique à des situations spécifiques. Ça permet aux parents de se rendre compte du chemin qu'ils ont parcouru en quelques mois et surtout qu'ils ont tous les outils et ils savent quand et comment les appliquer. Ils ont été suffisamment entraînés et suffisamment encadrés pour pouvoir identifier les situations et savoir comment mettre en place les outils qu'ils ont vus. Donc ils sont aussi capables d'identifier les nouveaux comportements problèmes et de s'y adapter de façon efficace. On leur a rappelé, on leur a redit que OK, on travaille sur tel comportement, votre enfant c'est un enfant, des comportements inadaptés, il y en aura forcément. Et il y en aura des nouveaux. Et vous n'aurez pas travaillé dessus de façon spécifique pendant la guidance. Par contre, vous avez tous les outils, vous avez exactement tout ce qu'il faut pour savoir comment y réagir et comment vous adapter. Dans ces moments-là, on a quand même une estime de soi et de ses compétences parentales qui est renforcée par rapport au début. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des questionnaires à l'entrée, à la première séance et à la dernière séance, et avec une échelle de Likert où les parents peuvent se positionner. Comme ça, ils voient d'eux-mêmes d'où ils étaient et où ils en sont maintenant. Globalement, ça fonctionne bien. Il y a quand même des limites, du coup, sur le PEHP. On est sur une tranche d'âge de 3 à 5 ans à plus ou moins 11 ans. Il y a une efficacité qui est moindre après. Ce qui veut dire qu'à l'entrée au collège, c'est un peu tard pour mettre en place un Barclay. Il y a quand même des choses qui peuvent être prises sur la compréhension, sur l'ordre efficace, etc. Mais sur les renforcements, sur l'aide aux devoirs et tout ça, ça va être un petit peu moins pertinent. Néanmoins, il y a un développement de programmes type Barclay pour les pré-ados et ados. Ça se développe de plus en plus. Il n'y a pas tellement d'études qui ont été faites sur l'efficacité de ces programmes, mais ça se base sur le même développement. Ça repose sur la cohérence parentale, donc ça demande un investissement conséquent du couple parental. Ça ne fonctionnera pas s'il n'y a qu'un seul des parents qui vient. S'il n'y a pas de communication, si les deux parents ne sont pas d'accord avec ce qui se passe dans le Barclay, c'est foutu, on laisse tomber. S'ils sont en opposition constante en disant « oui, mais moi je préférerais faire comme ça », ouais, tant pis, ça ne fonctionnera pas. On est vraiment sur une structuration et il faut que l'enfant entende le même discours de ses deux parents. Quand on est dans des familles recomposées, on invite fortement les conjoints à venir pour que, quel que soit dans les familles recomposées, et séparées, où l'enfant peut être une semaine chez papa, une semaine chez maman, on invite fortement les conjoints à venir aussi pour que l'enfant ait toujours la même cohérence, quel que soit le lieu de vie. S'il passe plus de temps chez les grands-parents, pareil. On peut faire venir les grands-parents. Ce n'est pas limité aux parents, c'est vraiment principalement à leur destination, puisque c'est eux qui sont les premiers accompagnants, les premiers éducateurs, mais on va vraiment se fixer sur les lieux de vie. Ça reste daté aussi, bien qu'efficace. Donc ça ne prend pas en compte les évolutions de la société. Tout ce qui est la gestion des écrans, l'accès aux informations, etc., ça n'a pas été cadré via le programme Barclay en tant que tel. C'est pour ça que je vous avais dit qu'on peut se permettre quelques modifications pour actualiser un petit peu les connaissances. Parce que ça, c'est une grosse problématique qui mène notamment à la gestion de la frustration et à des comportements opposants dès qu'il faut se détacher un petit peu de la consommation des écrans, du cadrage, etc. Ça a des limites, mais ça reste quand même hyper intéressant. On n'est pas obligé d'être d'une certaine profession pour se former au Barclay. Au contraire, ça peut être hyper intéressant d'avoir des regards complémentaires.
que ce soit des métiers du médical ou du social, puisqu'on va pouvoir injecter notre connaissance professionnelle dans cette guidance. Il y a une volonté d'accessibilité pour le grand public. Ça reste un programme type TCC, donc c'est court, il y a des outils concrets, il y a des résultats qui sont observables rapidement, donc ça renforce vraiment l'adhésion des familles. Ils se rendent compte que, mis à part la première séance où c'est très théorique, à chaque fois qu'ils viennent, ils repartent avec des outils et ça avance progressivement. Donc avoir des effets concrets, ça aide à se projeter et à tenir jusqu'au bout. Et malgré les limites, ça reste la référence en termes d'impact au niveau comportemental. Il y a un doctorat qui a été fait avec une étude qui est sortie en 2024 qui montre que ça reste ce qui a le plus d'impact en termes d'accompagnement dans le global, avec la médication et la prise en soins centrée sur l'enfant. Et je vous ai mis quelques ressources. Vous pouvez aller voir le site de Barclay, qui est en anglais, mais qui est une référence. Il y a des capsules vidéo YouTube sur le TDAH qui ont été faites par le CHU Sainte-Justine, avec l'accent québécois, mais beaucoup plus compréhensible que juste l'anglais. Toute la collection des 100 idées, avec notamment celui pour mieux gérer les troubles de l'attention et celui pour gérer les troubles du comportement. Et les quatre refs là. Merci.